Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Vas-y, répète tout ce que je viens de te dire. Pour les municipales, pour qu'un maximum de villes écologistes restent écologistes, les villes de gauche restent de gauche, et que les villes de droite basculent au maximum à gauche. Bon, allez, maintenant, il faut se concentrer. Pas que tu as stress, là. Vous avez une réponse? Ça va venir, j'imagine que là, mon téléphone est en train de sonner dans la loge, donc je vais m'empresser de le retrouver. Allô. Coucou Vladou! Te parler de l'Ukraine? Pas du tout. Danger, Poutine. Dis-moi Vladimir, est-ce qu'on t'a déjà parlé de ton compte personnel de formation? Nous sommes en guerre. Eh oui, Vladimir, tous sont là, ils sont venus, ils sont tous là, les uns sont à Moscou, les autres étaient à Kiev, les autres étaient à Moscou. Rappelez-vous, le 8 mai, Champs-Élysées, défilé Macron dans un Champs-Élysées vide, totalement vide. Le lendemain, parade immense à Moscou pour le 9 mai, 80e anniversaire effectivement de la victoire sur le nazisme. Et tous les chefs d'État africains et autres qui viennent serrer la main du sulfureux Vladimir, ce pelé, ce galeux dont nous vient tout le mal. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe véritablement entre les annonces de l'Europe qui dit c'est pas possible, attention, ultimatum à Poutine, vous allez arrêter, vous allez faire un cessez-le-feu, et les rendez-vous qui se prennent entre Zelensky et Poutine? En fait, tout ça, on va le raconter avec Éric Denessé, qui est directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Nous allons prendre le temps de décrypter ce qui nous concerne complètement, guerre ou paix en Europe. Et puis, même chose, un sujet, ça suit. Et il y a eu, vous savez, cet accord entre le président polonais et Emmanuel Macron, le président français, en disant nous allons effectivement étendre notre alliance, nos alliances militaires et autres entre la Pologne et la France. Ils sont déjà dans l'OTAN, mais on va aller plus loin et peut-être on va partager le parapluie nucléaire. Ah bon, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'un président peut se permettre ça? Est-ce qu'un président a le droit de dire ça? On va en parler avec l'historien Philippe Fabry. Et puis, évidemment, les perles, les huées, les bravos, avec Valérie Ayer, avec Marine Tondelier, avec effectivement le fromage comté. On veut supprimer le comté, et oui. Hein, alerte dans les chaumières, bien sûr. Et il y a de quoi. Et en seconde partie d'émission, Samuel Fitoussi, qu'on avait reçu déjà avec plaisir pour Woke Fiction, un très bon livre sur et contre le wokisme. Là, il tape sur les intellectuels. Les intellectuels, pourquoi ils se trompent? Ah bon? Parce qu'il y a encore des intellectuels? Eh ben, on va en parler avec lui. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et d'abord, un tweet, un communiqué de l'Élysée, on tenait à le rappeler, vous savez, dans le train qui ramenait Emmanuel Macron, le président de la République, Keir Starmer, le Premier ministre anglais et Monsieur Merz, le Premier ministre, le chancelier allemand, l'Élysée a sorti un communiqué disant ceci: la présence de cocaïne dans le mouchoir d'Emmanuel Macron est une fausse information propagée par les ennemis de la France. Que cela soit dit, ceci est un mouchoir. Ce n'est pas autre chose, c'est un mouchoir. Voilà, on tenait à apporter ces précisions devant un certain nombre de gars de la narine et de batailleurs du rail qui ont essayé de propager des fake news. Il ne sera pas dit cela. Et puis maintenant, nous allons parler effectivement de ce qui se passe en Europe. Et là, c'est beaucoup plus sérieux. Entre ces tractations depuis 4 jours où on entend tout et le contraire de tout, les rendez-vous manqués, les rendez-vous qui se prennent, on va en parler avec Éric Denessé tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course. La paix sur terre de Jean Ferrat, très très belle chanson évidemment. Qui veut de la guerre? Personne. Qui veut de la paix? Tout le monde. En attendant, il se passe quand même beaucoup de choses sur le front. Bonjour Éric Denessé.
Bonjour André Berkoff. Bonjour, je rappelle que vous êtes directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, le CF2R, et justement tout ce qui se passe depuis quelques jours quand même pourrait donner le tournis à certains, voyez. Donc, on se retrouve avec Macron. Alors, le 9 mai, il y avait Macron, Frédéric Merz, Keir Starmer et le Premier ministre polonais Donald Tusk qui étaient en Ukraine, sur la place de l'indépendance, le Maïdan à Kiev, pour à côté de Volodymyr Zelensky. Donc, voilà, pour dire leur alliance, leur solidarité avec l'Ukraine et exiger du Kremlin un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours à compter d'aujourd'hui, lundi 12 mai. Et en même temps, il faut le dire, il y avait à Moscou, il y avait à Moscou le 9 mai l'immense défilé militaire du Kremlin avec Vladimir Poutine, le premier chinois Xi Jinping, le slovaque Robert Fico, beaucoup de présidents africains, des Nord-Coréens, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que après ça, évidemment, ça continue. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Emmanuel Macron a prévenu une conférence de presse à l'issue du sommet pro-Kiev, pro-Ukraine. En cas de violation, nous lancerons des sanctions massives et coordonnées entre Européens et Américains. Donc, encore une fois, augmentation des sanctions. Donc, cessez-le-feu de 30 jours, demande des Européens avec en tête Emmanuel Macron. La Russie dit, écoutez, non, il faut maintenant discuter. Et il faut discuter. Et Poutine dit, moi, je suis prêt à discuter en Turquie avec Volodymyr Zelensky. Les Européens disent pas question, écoutez, il faut d'abord le cessez-le-feu de 30 jours et puis après. Et enfin, patatras, hier, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, dit j'attends Vladimir Poutine à Ankara à partir de jeudi. Alors, Éric Denessé, c'est une partie de ping-pong, c'est quoi ce qui se passe ? Oui, je pense qu'il faut relativiser toute cette agitation. Alors, pour deux raisons d'abord, si on regarde les Européens, d'abord les Européens ont été exclus du jeu des négociations entre les États-Unis et la Russie, donc ils essaient de revenir. Oui. Et deuxièmement, voir que l'ensemble de ces dirigeants ont besoin, pour des raisons personnelles et sur un plan de politique intérieure, d'exister et de briller. C'est le cas de Merz qui a été élu beaucoup moins bien qu'il ne l'espérait. C'est bien sûr le cas de Macron, c'est bien sûr celui de Starmer et de Zelensky. Maintenant, il faut regarder les choses en face. Ce ne sont pas les Européens. Parce qu'aujourd'hui, les 4 pays qui sont le plus engagés, 2 n'appartiennent pas à l'Union européenne, l'Ukraine évidemment, et la Grande-Bretagne qui n'en fait pas partie. Oui. Ils sont 5. Les 3 autres, l'Allemagne, la France et la Pologne sont membres de l'Union européenne, mais on ne voit ni les Italiens, ni les Espagnols, ni les autres. Donc ça ne représente qu'une coalition de 4 États qui veulent soutenir l'Ukraine et absolument pas l'Union européenne. Ensuite, j'ajouterais que ce sont les États les plus anti-russes. Il n'y a pas besoin de le prouver pour les Britanniques. Il y a une vieille haine atavique des Britanniques à l'égard de la Russie. Et les Polonais, eux, ont de meilleures raisons de se méfier des Russes. Mais en tout cas, la France se retrouve aux côtés de l'Ukraine, de la Pologne, de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne qui finalement n'est pas très brillante depuis quelques années. Oui. Une situation finalement où nous sommes associés aux pires anti-russes de l'Europe, ce qui ne correspond ni à nos intérêts ni à nos valeurs. J'insiste sur ce point parce que plus le temps passe, plus on a des révélations très intéressantes sur ce qu'est le régime de Kiev. D'une part, sur le plan des élections, Zelensky n'est plus le président légitime depuis plus d'1 an. Il a en plus décalé les prochaines élections législatives qui auront lieu avec 5 ou 6 mois de retard. Donc, il bafoue véritablement les règles démocratiques. Et puis, alors que nous tous, nous critiquons l'extrême droite qui était dans les rues à Paris ce week-end, l'AfD qui vient d'être mis, entre guillemets, hors la loi en Allemagne, et nous continuons obstinément à fermer les yeux sur l'extrême droite ukrainienne qui finalement occupe le pouvoir à Kiev, que nous essayons de légitimer et de penser normalement, alors qu'il y a de plus en plus d'informations, y compris sur le rôle de cette extrême droite, mais également sur le début de la guerre et l'offensive du 16 février 2022 contre les populations du Donbass. Donc, réellement, on marche sur la tête. Je terminerai sur un point. Tous ceux qui plaident aujourd'hui pour des négociations sont ceux qui les ont refusées en avril 2022. Il faut rappeler qu'après 6 semaines de guerre, Moscou avait fait des vraies propositions de paix. Les 2 délégations russes et ukrainiennes s'étaient entretenues à Istanbul. Exact. Ça a été confirmé
par les Turcs, ça a été confirmé par Naftali Bennett, l'ancien Premier ministre. On a balayé tout ça d'un revers de main, les Anglais et les Américains étant les principaux responsables. Et aujourd'hui, ces gens accusent Poutine de ne pas vouloir négocier, alors qu'ils sont responsables finalement de la poursuite de cette guerre qui aurait pu être interrompue au bout de 6 semaines. Donc on est vraiment, excusez-moi d'être un peu trivial, mais dans du foutage de gueule intégral. Alors justement, ce qui est intéressant quand même, et les voies de l'histoire sont impénétrables, notamment, c'est que en principe, jeudi prochain, c'est-à-dire dans 3 jours, dans la même Ankara, en Turquie, où s'est passé le rendez-vous manqué, et on rappelle, Éric Denessé, vous avez raison de rappeler ce rendez-vous de mars 2022, c'était 1 mois après l'invasion de l'Ukraine, que effectivement a été proposé et par les Russes et les autres, ils se sont rencontrés, mais un certain Boris Johnson, aussi un peu cornequé par Joe Biden, a dit attention, non, pas question que vous négociez, on vous donnera les armes, on vous donnera l'argent, etc. Et vous continuez à vous battre, et on a vu où on en est 2 ans après, et plus d'1 million de morts et de blessés de part et d'autre. Est-ce que, alors c'est une ironie de l'histoire que là, en principe, on verra si ça se passe, Poutine et Zelensky se retrouveraient dans la même Turquie, patronnés par Erdogan, enfin avec des bénédictions d'Erdogan, jeudi prochain. Oui, alors c'est un peu une surprise, mais ça montre aussi, en tout cas d'une certaine manière, que le président russe est capable d'évoluer, puisque c'est lui qui propose la rencontre. Je vois dans les médias mainstream un certain nombre d'analystes, pour ne pas parler d'agiographes, qui sont en train de dire Zelensky met Poutine au pied du mur, mais c'est une interprétation qui est totalement stupide et partiale, puisque c'est Poutine qui propose ces négociations. Ça montre bien évidemment, tout le monde a intérêt à la fin de cette guerre. Pour les Russes, pas à n'importe quel prix, mais ça a un impact sur eux. Ce ne sont pas les menaces des soi-disant ultra-sanctions européennes, une nouvelle fois formulées par Emmanuel Macron et les autres chefs d'État, qui pèsent honnêtement. Ce sont des grenouilles qui essaient de se faire aussi grosses que le bœuf et qui n'en ont pas les moyens. On le voit aussi sur le traité qui est pour l'instant signé, mais qui n'est pas ratifié entre la France et la Pologne. Oui, on va parler de ça, oui. Mais ce sont des attitudes totalement nous n'avons pas les moyens de cette politique. Voilà ce qui est important. Oui, alors Éric Denessé, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on dit on va encore augmenter les sanctions si ça ne se fait pas. Vous dites que ça n'a aucun effet. On peut augmenter 10 fois les sanctions, ça ne changera rien à la réalité et du terrain et de ce qui se passe. Alors sur le terrain, en aucun cas, on voit bien que les Russes continuent à progresser. Ils solidifient beaucoup plus leur position finalement qu'ils n'avancent, qu'ils ne cherchent à conquérir de nouvelles terres. Il faut rappeler encore une fois que fin mars 2022, Vladimir Poutine était prêt à reconnaître une forme d'autonomie des 4 oblasts qu'il avait rattachés à la Russie. Donc c'était sur la table. La Crimée n'a jamais été sur la table, et d'ailleurs les Américains l'ont bien confirmé. La Crimée, pour eux, appartient à la Russie, et c'est une réalité historique qu'il est difficile de contredire. Maintenant, les sanctions, honnêtement, on voit très bien depuis 3 ans que la Russie se passe très bien des sanctions. Son économie est revenue au 4e niveau international. Elle a dépassé les économies européennes. Ça ne veut pas dire que tout est rose dans la vie russe. Il y a une inflation importante. Mais honnêtement, les pressions que l'on peut mettre sur Moscou, c'est de la poudre aux yeux. Et dites-moi, quel est à votre avis alors là-dedans dans le rôle de Trump? Parce qu'on voit très très bien à un moment donné, Trump paraissait dire bon écoutez, on va régler le problème, et justement est-ce qu'il va rencontrer, on verra bien, dans 2 ou 3 semaines Poutine, c'était prévu en Arabie Saoudite, mais surtout les Européens disent qu'ils ont lancé un appel je ne dirais pas un ultimatum, mais un avertissement à Poutine avec l'assentiment de Trump. En tout cas, ils ont dit que Trump partageait cela, et on a vu Trump dire à Zelensky non, il faut absolument que vous parliez à Poutine. Quel est au fond aujourd'hui, et c'est vrai qu'il peut changer Trump, il sait pas, mais à votre avis l'attitude de Trump et des États-Unis aujourd'hui? Alors d'abord, les États-Unis ont fait à mon sens une erreur, c'est qu'ils ont essayé de se poser comme médiateurs dans ce conflit alors qu'ils étaient co-belligérants. Il faut rappeler qu'entre 2016 et 2020, pendant son premier mandat, Trump avait contribué à armer l'Ukraine. Donc pour les Russes, même s'ils voient bien qu'il y a un pas en avant qui est fait du côté des Américains, ils ont saisi cette chance, ils ont dialogué ensemble, les Russes se méfient d'abord. Ils n'oublient pas ce qui s'est passé entre 2016 et 2020, le soutien de Trump à l'armée ukrainienne, et puis surtout, vu qu'ils mesurent que Trump change régulièrement d'avis, ils sont obligés d'être méfiants, si ce n'est défiants. Prudents, oui, je comprends. Voilà.
On le voit bien d'ailleurs avec les deux négociateurs qui sont envoyés vis-à-vis de Poutine, que ce soit le général Kellogg ou Serge Vitkov. L'un est beaucoup plus ouvert, je pense à Vitkov. Le général Kellogg lui-même est plus sur la position des néoconservateurs américains. Celui qui joue un rôle important, c'est J.D. Vance, qui lui est très très anti-ukrainien et veut que les choses avancent. Donc pour l'instant, on voit bien que les Américains, et Trump en particulier, pensaient obtenir un résultat plus rapide. Il ne l'a pas, donc il est pour l'instant un peu encore dans l'expectative. Est-ce qu'il laisse totalement tomber mais le soi-disant soutien de Trump aux Européens, à mon avis, d'abord, doit être vérifié, et ce n'est absolument pas un soutien franc et massif. En fait, à votre avis, ça va quand même se jouer, à un moment donné, on ne sait pas, dans quelques semaines, dans quelques mois, entre Trump et Poutine, en Arabie Saoudite ou ailleurs. C'est là où ça va véritablement se jouer. Oui, à moins que Zelensky et Poutine n'arrivent à un accord, évidemment. Oui, je sais. Alors là, il y a une vraie inconnue. C'est un très grand pas en avant que Poutine accepte de dialoguer avec Zelensky, qui n'est ni le président légitime, qui est la co-responsabilité de ce conflit. Bon, là, ça veut dire qu'il y a une évolution majeure du côté russe, mais je pense que c'est vraiment un jeu à trois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'autour de la table, il y ait les Russes, les Américains et Zelensky. Les Européens, pour l'instant, ne pèsent rien, il faut le reconnaître, et il s'agit plutôt que de faire quoi que ce soit de constructif. Quand on voit à la fois les réunions qui ont lieu à Kiev, puis le lendemain à Londres, où tous ces gens passent un temps fou à discuter entre eux, on se demande ce qu'ils racontent, surtout quand on voit que les impératifs dans leurs nations respectives, et notamment en France, les enjeux, c'est plus important que l'Ukraine. Nous avons la sécurité intérieure face à la drogue et au rodéo à remettre en place. Nous avons la dette à résoudre, nous avons nos armées à renforcer, même si c'est pas la Russie qui est la principale menace. Donc aujourd'hui, voilà, le fait que ces dirigeants se polarisent sur la situation internationale montre aussi leur manque de légitimité et de moyens d'action sur la situation intérieure dans leurs pays respectifs. Et voilà, c'est pour ça que l'Europe n'est pas aujourd'hui à table, mais au menu. Et c'est assez triste de le dire. Merci Eric Dénessé. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, nous sommes toujours dans cet extraordinaire show, on peut dire, spectacle. Oui, si ça n'impliquait pas des milliers, voire des millions de vies humaines, hein, frère, on aurait envie de ricaner. Ces indications, ces péroraisons, ces contradictions. Mais justement, dans la continuité, vendredi 9 mai, à Nancy, le président de la République Emmanuel Macron et le Premier ministre polonais Donald Tusk ont signé un traité d'amitié et de coopération consacré à l'amitié franco-polonaise, de renforcer la sécurité, la défense, l'infrastructure, etc., etc., etc. Et ils ont même évoqué, en tout cas Donald Tusk, le Premier ministre polonais, a évoqué le parapluie nucléaire que la France pourrait tendre à son allié européen de l'OTAN. Et il dit oui, si tombe la pluie du côté russe ou ailleurs, ou du côté chinois, est-ce que vous allez tendre le parapluie, cher Emmanuel Macron? Eh bien, voilà, les moyens militaires, etc. N'oubliez pas que tous les deux sont dans l'OTAN, tous les deux sont dans l'Union européenne, la France et la Pologne. Donc, coopération dans le domaine de la dissuasion nucléaire, mais également effectivement dans le nucléaire civil. Enfin, en tout cas, entre la France et la Pologne, c'est, je ne dirais pas l'amour fou, mais un joli petit pacte. Et bien, et pourquoi pas. Donc voilà. Et Benjamin Haddad, le ministre français chargé de l'Europe, a dit c'est un pays en première ligne. Je parle de la Pologne face à la menace de la Russie, un acteur majeur de l'Europe aujourd'hui en forte croissance. Voilà, donc grande coopération, etc. Et la chose importante, c'est de savoir au fond si, comme le disait dans un entretien au journal Économiste, Emmanuel Macron a dit aussi: je suis prêt à envoyer des troupes françaises en sol en Ukraine si Moscou perce les lignes de front et si Kiev le demande. Très important. Il est prêt à envoyer des troupes françaises au sol en Ukraine, dit le président de la République français, si Moscou va percer les lignes de front et si Kiev le demande. Voilà. Alors, Philippe Fabry, bonjour. Bonjour Philippe. Vous entendez ? Je vous entends très bien. Parfait. Écoutez, on vous a reçu avec plaisir pour ce très bon livre, le El César, l'histoire effectivement des Césars, du césarisme et du césarisme aujourd'hui, aux éditions Scripta Manette. Et là, c'est à l'avocat, l'historien et au constitutionnaliste, en tout cas du parfait connaisseur de la Constitution, avec qui je m'entretiens. Alors,
article 15, je rappelle, vous allez me dire, on dit, voilà, je rappelle rapidement, mais je voudrais vraiment avoir votre commentaire ressenti. Donc, si le chef de l'État s'engageait dans la voie d'une opération extérieure, une OPEX, à l'occasion, effectivement, si Kiev le demande et tout ça contre la Russie. C'est une décision qui prendrait seule sans avoir à en répondre devant le Parlement. La Constitution indique en effet dans l'article 5 que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des traités, il est le chef des armées, etc. Décision, donc l'article 15, décision d'engagement des armées est prise par le président de la République en Conseil de défense. Et c'est absolument ça, c'est-à-dire que s'il y a une avancée ou une aventure, c'est selon l'opinion qu'on en a, Philippe Fabry, est-ce que le président peut décider seul, et non seulement décider seul, mais engager seul l'armée française? Alors ça, c'est tout le problème c'est une tension qui est dans le cœur de la Constitution de la Ve République. Et en fait, ça dépasse très largement la question des armées, mais la question des armées est primordiale là-dedans parce que forcément, ça engage la vie de la nation. Ben oui. Mais on se retrouve face à ce problème qui est le problème général de savoir quel est exactement le pouvoir du président de la République dans la Constitution de la Ve République. Ouais. On sait que de facto, le président de la République dans la Ve République a accumulé de plus en plus de pouvoirs qui étaient du pouvoir indu par rapport à ce qu'il avait au début dans tout un tas de matières, notamment dans le fait en particulier en gros de diriger le pays à la place du chef du gouvernement. Et là, on est dans le problème, c'est que on a la façon d'articuler le fait que le chef de l'État et le chef des armées, effectivement, il y a un certain nombre de recours possibles, avec l'article 21 aussi, qui fait du responsable de la défense nationale le Premier ministre. C'est le Premier ministre, en tant que chef du gouvernement, qui est responsable de la défense nationale. C'est pas vraiment le président de la République. Le président de la République, c'est censé être un rôle en réalité plus en surplomb. Et tout le problème, c'est que les articles justement comme garant de l'indépendance nationale de l'intégrité du territoire, qui sont des articles qui relèvent normalement de ce qu'on appelle de l'autorité du chef de l'État. C'est-à-dire c'est celui qui est là en dernier ressort pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème et pour surveiller en fait que le gouvernement fasse bien son travail, pas pour faire son travail à la place du gouvernement, si vous voulez. Mais Philippe Fabry, juste un mot. Par exemple, très spécifiquement, si j'entends ce que vous dites, c'est au chef du gouvernement aussi, au moins conjointement, de décider, puisqu'il s'occupe de la défense nationale, de savoir si on envoie des troupes ou pas, ou ça reste du ressort. C'est la question du ressort exclusif du président de la République, qui peut d'ailleurs, le Parlement peut en discuter, mais il n'y aura pas de vote. Est-ce que c'est ça? Alors, le problème, c'est que justement, tout ça n'est pas écrit de manière très claire dans la Constitution. Et qu'il y a eu beaucoup de jeux pratiques qui s'est fait. Si on lit purement le texte de la Constitution, normalement, à minima, il faut qu'il y ait une unanimité, on va dire, entre le président de la République et le chef du gouvernement pour décider de ce genre d'opération. Et même pour les opérations les plus importantes, celles qui durent notamment plus de 4 mois à l'étranger, les opérations militaires, là, il faut en plus que le gouvernement obtienne l'accord du Parlement. Et normalement, il y a déjà un premier seuil qui dure 4 mois, qui sont des interventions, des opérations militaires à l'étranger, qui sont pas encore, qui sont en dessous de la déclaration de guerre, parce que pour la déclaration de guerre, il faut avoir l'accord du Parlement. Du Parlement, oui. Et déjà pour ça, normalement, il faudrait Premier ministre plus Président de la République. Or, ce qu'on a vu beaucoup, c'est effectivement le Président de la République considérait qu'il pouvait décider tout seul. Et c'est quelque chose qui est particulièrement vrai chez Emmanuel Macron, d'autant plus qu'on ne voit pas sur toute la séquence, que ce soit là-dessus ou même les problèmes qu'il y a avec l'Algérie, à notre niveau depuis quelques semaines, on a l'impression véritablement d'un Premier ministre qui est totalement inexistant sur ces sujets-là. Il y a d'autres sujets d'ailleurs sur lesquels les Premiers ministres sont inexistants. Par exemple, sur la politique étrangère, on a l'impression que François Bayrou est totalement taisant, alors que ne serait-ce que pour la nomination des commissaires européens, par exemple, le Premier ministre devrait avoir son rôle. C'est le chef de l'État qui l'a capté complètement, mais tout ceci en fait relève du même problème, qui est une captation de pouvoir par la présidence de la République, qui est d'autant plus problématique qu'il y a un problème démocratique là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a certains pouvoirs, éventuellement, qu'un président de la République bien élu et qui a une assise populaire importante pourrait prendre tout seul, éventuellement. Ça serait dans le champ de ce qui se négocie, on va dire, dans la pratique constitutionnelle. Mais c'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est un président qui est contesté, qui a perdu tous ses derniers scrutins, qui avait été moyennement bien réélu en 2022. Et donc, effectivement, on peut questionner la légitimité qu'il a à faire toutes ces choses tout seul, sans juger de la pertinence des décisions, parce qu'un point de vue stratégique, renforcer l'intégration avec un pays qui a de la masse, comme la Pologne, mais qui a peut-être moins de savoir-faire que ce qu'on a en France, ça peut être des choses intéressantes au plan technique, mais au plan démocratique et au plan stratégique, là, c'est plus compliqué, quoi.
En fait, si je comprends bien, c'est intéressant. La lecture, je dirais, attentive et précise de la Constitution implique qu'il y ait quand même un pouvoir un peu plus partagé, mais dans la pratique, et ça ne date pas d'Emmanuel Macron, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire, on revient à ce qu'on appelle la monarchie dite républicaine, où effectivement, tel est mon bon plaisir, je décide seul. Voilà, parce qu'il le dit, là, c'est très intéressant quand il dit... je suis prêt à envoyer des troupes françaises au sol en Ukraine. Je répète pour parler de cet exemple. Il y en a d'autres, bien sûr. Si Moscou allait percer les lignes de front et si Kiev le demandait, c'est quand même un engagement qui n'est pas négligeable. Et ça va au-delà de la Pologne et autres. Surtout que dans un système démocratique européen standard, comme il y a chez nos voisins, en réalité, c'est plutôt le chef de gouvernement qui prendrait ces décisions-là. Le président de la République est plutôt là pour venir appuyer, on va dire, en ce qu'il représente l'unanimité de la République, une décision d'un chef de gouvernement. Parce que c'est pas juste une décision politique d'une majorité temporaire, par exemple d'entrer en guerre ou ce genre de choses, c'est quelque chose qu'on considère comme étant beaucoup plus profond, beaucoup plus engageant, donc qui nécessite aussi l'autorité suprême, on va dire. Néanmoins, cette autorité suprême, ça reste une autorité, si vous voulez, c'est pareil, c'est un exemple qui est assez parlant en général pour les gens, si demain le Royaume-Uni entre en guerre, c'est le Premier ministre qui le décidera, mais qui sera appuyé par le roi d'Angleterre, parce que c'est le roi d'Angleterre qui est le chef des armées. Mais c'est pas le roi d'Angleterre qui prendra la décision. Chez nous, en France, c'est comme si le roi d'Angleterre avait capté cette décision de dire je peux entrer en guerre et je peux lancer le pays comme je veux dans ce genre d'aventure. C'est ça qui est très problématique. Ouais. Et Philippe Fabry, c'est effectivement un peu préoccupant parce que, encore une fois, un homme seul, quel qu'il soit, on peut penser ce qu'on veut d'Emmanuel Macron, mais enfin, un homme seul qui déciderait seul. Moi, ce qui me frappe, alors, on sait très bien que la Ve République et la Constitution générale de Gaulle et de Michel Debré avaient évidemment, voulant sortir du régime des partis, on va pas revenir là-dessus, avaient fait la prééminence, évidemment, du chef d'État élu au suffrage universel. Mais là, quand même, aujourd'hui, nous sommes en 2025, on n'est plus en 1958 ou en 1962, il y a quelque chose d'assez préoccupant à voir comment se prennent les décisions dans ce contexte européen explosif, on peut le dire, hein. Il y a d'autres effectivement décisions. On se dit, mais alors, le Parlement n'existe plus, le Parlement n'a même pas voix au chapitre, le Premier ministre, vous le dites, est taiseux, enfin on l'entend pratiquement plus, et c'est quand même préoccupant du point de vue, je dirais, démocratique, si on peut encore employer ce mot. Tout à fait, parce que même si on était encore dans la situation qui a, disons, prévalu entre 2017 et 2022, où le président de la République avait une majorité pour lui, même si à la fin, il pouvait avoir l'opinion contre lui. D'ailleurs, les élections de 2022 ont montré que le soutien était plus là, mais enfin, ça faisait quand même une sorte de consensus au sein des institutions qui faisait que, quand il prenait ces décisions-là, il paraissait appuyer sur quelque chose. Là, encore une fois, on a un président qui est dans une faiblesse politique démocratique temporaire, mais qui s'appuie intégralement sur sa légitimité d'une élection qui précède toutes ces défaites électorales, en considérant que son autorité n'est absolument pas entamée par le fait qu'il a perdu le soutien populaire. C'est ça qui est extrêmement problématique, parce que dans l'idée du général de Gaulle, encore une fois, on peut critiquer la Constitution, je m'en prive pas, mais il y avait une idée centrale qui était que l'autorité du président de la République, cette autorité, ce pouvoir très fort, existait parce qu'il s'appuyait sur le soutien populaire. À partir du moment où ce soutien n'est plus là, mais que le pouvoir continue à être employé et même cherche à aller dans ses derniers retranchements en prenant les décisions les plus importantes et les plus graves tout seul, là, effectivement, ça crée une tension sur le régime qui est assez insupportable. Et à votre avis, est-ce que franchement, sans faire, il ne s'agit pas de faire des prédictions, mais une analyse, Philippe Fabry, est-ce que ça peut continuer comme ça? Est-ce qu'il ne risque pas à un moment donné, je ne dis pas demain ou après-demain, ou dans un an, ou dans 2 mois, ou dans un an, comme disait François Sagan, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir une nécessité de corriger un peu certains aspects de la Constitution pour rétablir un équilibre qui visiblement manque aujourd'hui cruellement? Alors, tout à fait. Alors le problème, c'est que la Constitution, en fait, telle qu'elle avait été rédigée, elle laisse l'espace. Encore une fois, si on lit textuellement et littéralement, on se rend compte que le Premier ministre a beaucoup de pouvoir.
et qu'il ne devrait pas se laisser marcher dessus comme ça par le président de la République. François Bayrou a quand même réussi à s'imposer, on connaît le récit anecdotique, de la façon dont il s'est imposé comme Premier ministre à Emmanuel Macron, et on a le sentiment que c'est le seul moment où il s'est imposé à Emmanuel Macron. Depuis, sur tous ces sujets où il devrait être lui en première ligne, et Emmanuel Macron devrait éventuellement simplement lui apporter son appui pour que l'autorité de l'État soit complète, François Bayrou ne dit plus rien, et donc le problème c'est plutôt la faiblesse politique de François Bayrou, qui est aussi liée au fait que il n'a pas de majorité, donc il doit survivre, que véritablement un problème constitutionnel, parce que la reparlementarisation du régime, on a vu qu'elle était possible, on a vu qu'on a eu la première motion de censure en 60 ans, très bien. Maintenant, on a un Parlement qui, du fait de sa composition, a encore eu du mal à former une vraie coalition, et on voit qu'en réalité, le gouvernement est totalement impotent. Maintenant, après 3 mois de Bayrou, on peut dire que c'est un gouvernement totalement impotent. Non, mais vous avez raison, mais justement, reparlons de reparlementarisation, ce que vous dites, parce qu'il est là aussi là où le bas blesse. Alors, c'est vrai que on sait quelqu'un comme De Gaulle, et il l'a montré, s'il avait eu même des élections partielles législatives qui ne lui donnent plus de majorité, il serait parti. On a vu ce qui s'est passé au moment du référendum de 69 sur le Sénat et la régionalisation. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a une possibilité de reparlementarisation sur que le Parlement retrouve, et même avant qu'il y ait une majorité totale, qui retrouve un rôle qui visiblement n'existe plus. On n'a plus que des extraordinaires magouilles. On voit encore les élections municipales arrivent dans l'année prochaine, et c'est déjà le marchandage et les magouilles les plus totales, comme on l'a vu au moment des élections législatives d'il y a quelque temps, de 22. Est-ce qu'on est condamné, si vous voulez, aujourd'hui, entre avoir un César ou un Caligula ou un Néron omnipotent, et puis le reste, le souk? Est-ce qu'on est condamné à cela? Condamné, je pense pas. Maintenant, c'est une situation qui ne se résout pas d'un claquement de doigts. Le problème, c'est qu'en fait, on a une démocratie en régime, on va dire, qui est à tout le moins malade. Je ne pense pas encore convalescent, mais qui a du mal à se mettre d'accord sur un certain nombre de sujets. Et pour se mettre d'accord sur un certain nombre de sujets, pour recomposer le clivage, pour savoir, être d'accord déjà sur le fait qu'on n'est pas d'accord, puisqu'on a une tripartition du Parlement, et trouver quels sont les points d'accord, ça demande beaucoup de temps et de réflexion. Et je pense que le danger, justement, ça peut être la volonté d'Emmanuel Macron de continuer d'avancer alors qu'on n'a pas fait ce travail de guérison. Parce que si on se retrouve ensuite pris dans une confrontation géostratégique avec cette faiblesse structurelle, là, ça risque de faire beaucoup de dégâts au régime dans son ensemble. Merci Philippe Abri. Je rappelle votre livre « El César » aux éditions Scripta Manent. Toujours intéressant de lire ce qu'est le pouvoir et comment il peut dériver. C'est Cécile de Manibus. J'aime Marie Tondelier. Et j'aime Valérie Ayer. C'est ma trinité à moi, sans laquelle je ne sais pas si mon émission de Sud Radio aurait le même éclat qu'on peut avoir avec les paroles de ces divines, et pas seulement elles. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Eh oui, non, Johnny Hallyday, ce que je dis, je veux le faire. Alors, c'est très intéressant, l'ancienne tête de liste Renaissance de l'élection européenne de 2024, Valérie Ayer, a laissé entendre sur le plateau de France Info samedi dernier, là, il y a 2 jours, elle a dit ceci, vous allez écouter, c'est très intéressant et nous commenterons, ce sera peut-être moins intéressant, mais il faut le faire. Écoutez. Et nos partenaires pro-européens sur le terrain vont tout faire pour s'assurer que le prochain président roumain soit pro-européen, mener une campagne active, faire prendre conscience aux Roumains, qu'ils soient en Roumanie ou la diaspora roumaine, qu'il y a un enjeu démocratique et de projet important pour l'avenir du pays et pour l'avenir de l'Europe, soit un projet pro-européen respectueux des valeurs et de l'état de droit, soit un projet qui va venir saper l'état de droit comme Viktor Orban le fait en Hongrie, et pro-russe avec un soutien assumé à Vladimir Poutine.
Alors là, c'est intéressant. C'est un texte, vous voyez, qu'il faudrait analyser, vraiment historiquement, grammaticalement et sémantiquement. Nous allons tout faire pour que les Roumains se rendent compte où est leur bien, où est leur bonheur, où est leur avenir. Évidemment, les pro-européens et non pas ces Călin Georgescu ou Simeon ou autres pro-russes sulfureux. On va tout faire sur le terrain. On va mener une campagne active pour faire prendre conscience aux Romains qu'il y a un enjeu démocratique important. Très bien, Valérie Ayer. Mais quand elle dit, soit un projet qui va venir saper les doigts de droit, comme en Hongrie, avec Viktor Orban. Attendez, Viktor Orban a été réélu 3 fois. Il a été réélu 3 fois, triomphalement en Hongrie. C'est ça, le saper l'état de droit ? Et c'est intéressant parce qu'on a entendu les cris d'orfraie d'un certain nombre de députés ailleurs. Oui, l'ingérence russe. Oui, à partout d'ailleurs. L'ingérence russe. Oui, d'ailleurs, on sait très bien que dans les prochaines élections législatives ou municipales ou évidemment présidentielles, il y aura une ingérence russe. Pour faire attention. C'est extraordinaire. Georges Simeon, en Roumanie, est arrivé largement en tête du nouveau scrutin présidentiel. Il a recueilli 40,5% des suffrages devant le maire de Bucarest, Nicus Dan, qui a obtenu 20% des suffrages. Le candidat nationaliste s'est rangé du côté du parti OR, est arrivé en pole position. Et rappelez-vous, Călin Georgescu, qui avait gagné les premières élections, qui est arrivé aussi largement en tête, eh bien les élections ont été annulées. Alors attendez, Valérie Ayer et tous ceux qui sont dans le camp dit du bien. Donc, vous trouvez que vous allez faire tout ce qu'il faut pour que la Roumanie vote bien. Et si elle vote mal, ce sera la faute de la Russie, bien sûr. Mais dites-moi, c'est ça la démocratie pour vous ? C'est la démocratie, encore une fois, c'est à sens unique. Quand ça va dans votre sens, c'est la démocratie. Quand ça ne va pas à votre sens, c'est la dictature. C'est quand même un peu embêtant, hein ? Vous ne trouvez pas, non ? Quand vous parlez tout le temps, du matin au soir, démocratie, liberté, contre les autocrates et autres. Mais attendez. Donc, si le peuple s'exprime mal, vous pensez exactement comme raconté d'un de ses héros, le grand dramaturge allemand Bertolt Brecht. Rappelez-vous, il disait que dans un pays, il y avait le peuple qui maugréait à propos du gouvernement. On disait ça va pas du tout. Eh bien, le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a excédé, il a décidé de changer le peuple. Donc vous voulez, chère Valérie Ayer, dissoudre le peuple s'il ne pense pas bien ? C'est ça votre souhait ? Je ne le pense pas, non. Mais alors réfléchissez un tout petit peu avant de vous engager et de vouloir tout faire pour que des peuples, vous n'êtes pas roumaine, vous n'êtes pas hongroise, vous êtes française. Alors occupez-vous de la France, occupez-vous et laissez chaque peuple disposer de lui-même. Petite quelque chose, non ? Est-ce que c'est sulfureux, ça ? Ça, c'est être extrémiste ? Eh bien, on verra. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ah, je ne sais pas, non, c'est pas vraiment un retournement de veste. D'ailleurs, si c'est un retournement de veste, il doit rester écologiste. Je pensais à Marine Tondelier. Marine Tondelier était mardi dernier sur France 2 et on l'interrogeait effectivement sur les prochaines municipales. Hein. C'est dans un an, en 2026, mais il n'est jamais trop tôt pour bien préparer et pour bien voter. Alors, on parlait effectivement des relations de comment va cette gauche, elle va bien, monsieur, elle est fracturée, monsieur. Donc la secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier, disait, voilà, il faut absolument une union de gauche la plus large possible avec la France insoumise. Et à Paris, par exemple, il est hors de question de laisser les clés de la capitale à Rachida Dati, hein, bien sûr, mais aussi ailleurs. Donc attention, une démarche commune, la gauche unie. Eh bien, voilà, elle dit, écoutez, oui, même avec la France insoumise, et regardez ce que dit Marine Tondelier. Écoutez plutôt. La question que j'adresse à mes partenaires, c'est « et vous ?» Et on a écrit en début de semaine à l'intégralité de nos partenaires politiques, en tant que direction écologiste, puisqu'on a eu un congrès, qu'on a une nouvelle direction, pour leur proposer de les rencontrer
un par un, pour examiner avec eux comment on fait pour les municipales, pour qu'un maximum de villes écologistes, de villes écologistes restent écologistes, les villes de gauche restent de gauche, et que les villes de droite basculent au maximum à gauche. Vous avez une réponse ? Ça va venir. J'imagine que là, mon téléphone est en train de sonner dans la loge, donc je vais m'empresser de le retrouver. Voilà, et on entend d'ailleurs le bruit du téléphone qui sonne dans la loge. Marine, oui, on vous écoute, oui, on va aller ensemble, chère Marine. Oui, la gauche unie, très bien, la gauche unie. Simplement, ça rappelle quelque chose. Vous savez, ce livre, d'ailleurs, on va recevoir les auteurs, je l'espère, le livre La Meute, qui est un livre tout à fait intéressant, écrit sur le fonctionnement de la France insoumise. Mais dans le livre Enquête, la Meute, il est révélé le SMS que lui va envoyer Mélenchon en 2024, le SMS que Marine Tondelier a confirmé avoir reçu. Alors le contexte, les tensions entre LFI et le reste de la gauche à l'automne dernier autour de l'élection législative partielle à Grenoble. Donc la candidate du nouveau Front Populaire pour Matignon, Lucie Castet, faisait alors figure de favorite, mais elle avait expliqué qu'elle ne souhaitait pas s'inscrire au sein d'un seul groupe à l'Assemblée et comptait en changer régulièrement. Ben oui, elle aime le changement, Lucie Castet, pourquoi pas. Donc un vrai casus belli pour LFI. Jusqu'à présent, c'était un membre de son camp qu'il avait. Donc, proche de Lucie Castet, Marine Tondelier avait alors dénoncé le 21 octobre dernier, sur le plateau de France 3, les méthodes de bourrin, ce sont ces mots, des insoumis. Alors Jean-Luc Mélenchon lui a envoyé ce message: on va te renvoyer la dose que tu mérites. Voilà. Est-ce que l'important c'est la dose ou l'emmerdant c'est la dose? Alors Marine Tondelier a essayé d'apaiser les choses. Mais enfin, vous voyez, c'est pas facile, la gauche unie. C'est un peu, en ce moment, je t'aime, moi non plus. La droite aussi d'ailleurs, ils aiment bien ça en politique. À tout de suite pour la suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Coulommiers et Poisse, le d'Auvergne, Beaufort, Livaro, Reblochon, Abondance, Mont-d'Or, Crottin, de Chavignol, Chabichou, du Poitou, Pyrénées, de Brebis, Vacherin, du Haut-Doubs. Et alors, François Morel, et alors, vous égrenez les noms des fromages? Et un fromage vous manque et tout est dépeuplé? Et oui, le comté. Il parle pas du comté. Mais il n'est pas le seul. Vous savez qu'en ce moment, auditeurs, résidents de Sud Radio, ils veulent supprimer le comté. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, supprimer le comté? Alors, je vais vous dire. Pierre Rigaud, qui est naturaliste et écologue autoproclamé, enfin, en tout cas, voilà. Donc, sur France Inter, dans l'émission La Lutte Enchantée, Pierre Rigaud a accusé le comté, vous voyez, ce fromage, honnêtement, moi, que j'apprécie beaucoup, et je crois que je ne suis pas le seul, je suis même sûr. Eh bien, ce fromage de montagne à pâte dure, il est directement, d'après Pierre Rigaud, responsable de la dégradation de l'environnement. Écoutez pourquoi. Et oui, vous allez voir, c'est un danger terrible qui plane sur la France. Les déjections des vaches montbéliardes, dont le lait est exclusivement utilisé pour le confectionner, polluent les sols et les cours d'eau de la région. Alors bon, le comté, mais on pollue les cours d'eau, alors à bord le comté. Pire encore, attends, c'est pas fini. Déguster une petite tranche de ce monument du terroir jurassien rendrait également complice d'intolérables souffrances animales, puisque les vaches, ainsi que la plupart de leur progéniture mâle, finissent un jour à la boucherie. Et oui, un crime de plus contre l'humanité, bien plus préoccupant que la pollution endémique de nombreux pays d'Afrique, la déforestation en Asie, pour produire de l'huile de palme, ou en Amérique du Sud, pour planter le soja nécessaire à la fabrication de nombreux substituts alimentaires véganes. Donc voilà, il dit c'est plus possible, on ne peut pas. Et fini l'écologue au micro du service public, de la radio de service public. Eh bien, si le comté est mauvais écologiquement, et si c'est mauvais pour les animaux, terrible même pour les animaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut arrêter d'en manger. À moi, compter 2 mots, arrose sur le comté. Voilà où on en est dans l'écologie, transmis à Marine Tondelier, qui, je suis sûr, va montrer qu'elle aussi, elle part en guerre contre le comté. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face.
Eh bien, le face-à-face, pourquoi les intellectuels se trompent? Alors, Samuel Fitoussi, bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste, vous êtes auteur de... Vous avez reçu d'ailleurs avec ce livre très savoureux, Woke Fiction, depuis d'ailleurs le wokisme continue, merci, mais de plus en plus combattu, merci aussi. Et là, vous publiez Pourquoi les intellectuels se trompent aux éditions de l'Observatoire. Alors évidemment, on retrouve nos chers intellectuels avec d'ailleurs le dessin de Jean-Paul Sartre. Je montre ça, donc vous voyez, les lunettes de Jean-Paul, strabisme moins divergent que d'habitude, et le verre des lunettes un peu cassé. Alors, les intellectuels se trompent. On a envie de vous dire d'abord, Samuel Fitoussi, mais c'est pas nouveau, ça, ils se sont toujours trompés, ou très souvent. Donc, quand vous dites pourquoi les intellectuels trompent, est-ce que vous ne commencez pas par dire une chose déjà naturelle et connue ? Oui, je pense que beaucoup de gens ont fait, et brillamment fait, la liste des erreurs des intellectuels. Mon livre, je ne me contente pas de faire la liste, j'essaye d'expliquer pourquoi ils se trompent, pourquoi des esprits brillants, parce que vous avez pris Sartre en exemple, qui est donc effectivement en couverture de mon livre. Sartre était objectivement un esprit brillant, premier à l'agrégation de philo, reçu brillamment à Normal, c'était un des et puis avec de très beaux livres aussi, enfin voilà, il faut dire, il avait par ailleurs une œuvre philosophique et littéraire majeure, et pourtant à chaque fois qu'il s'est engagé, il s'est trompé, toute sa vie il s'est trompé. Il a soutenu le terrorisme palestinien au JO de Munich, il a soutenu Pol Pot qui a commis un génocide, il a applaudi le goulag. En 1954 par exemple, il va en URSS, il revient. Et il est interviewé par Libération et il explique que l'URSS a trouvé la clé du bonheur humain. Il explique que dans moins d'une... Que la liberté d'expression est totale en Russie. Exactement, que la liberté d'expression est totale là-bas, et que dans moins d'une décennie, le niveau de vie en URSS sera de 30 à 40% supérieur au niveau de vie en France, et que la France serait bien inspirée de suivre les politiques publiques mises en place en URSS, à savoir le collectivisme qui a tué des dizaines de millions de personnes. Le journaliste lui demande même, mais s'ils sont si riches et prospères, pourquoi ne voit-on pas plus souvent de touristes soviétiques en France ? Et Sartre répond, vous savez, ils sont tellement bien chez eux qu'ils n'ont pas très envie de partir. Authentique donc, tout ça, hein, voilà. Ouais. Donc il a mis toute son intelligence au service des convictions les plus absurdes, les plus erronées et même les plus dévastatrices. Il s'est aussi trompé évidemment sur Mao, mais il y a Castro. Cuba. Castro, voilà, il a été avec Simone de Beauvoir rendre visite à Fidel Castro à Cuba, et ils ont arpenté l'île pendant des jours. Ils sont rentrés, ils ont chanté les louanges de Fidel Castro dans la presse, en expliquant, en soutenant l'interdiction de la presse d'opposition à Cuba, en expliquant que Fidel Castro était une sorte de philanthrope humaniste. Donc à chaque fois qu'il s'est engagé, il s'est trompé. Et l'énigme, c'est que ça ne correspond pas qu'à Sartre. C'est toute l'intelligentsia dans les années 50, 60, 70, c'est lourdement trompé. Et même avant, si vous voulez, on impute souvent le nazisme aux masses qui se seraient égarées, mais le nazisme était particulièrement populaire sur les campus des meilleures universités allemandes. C'est là qu'Hitler suscitait l'enthousiasme le plus grand. Je m'appuie notamment sur l'historien Paul Johnson. Oui, vous voulez dire que ce sont les élites, les élites étudiantes, etc., qui ont été les premières à rallier le nazisme, par exemple. Exactement, le nazisme était particulièrement populaire chez l'élite allemande, et ensuite, les croyances de l'élite intellectuelle allemande ont ruisselé et ont atteint le peuple. Il y a même dans les années 30, si vous voulez, et dans les années 40, George Orwell ne trouvait pas d'éditeur pour son livre La ferme des animaux. Pourquoi ? Parce que La ferme des animaux était une satire anti-stalinienne, et que les éditeurs anglais avaient tous une sympathie forte pour Staline. Orwell lui-même écrit plus tard dans la préface du livre enfin publié, et d'ailleurs la préface ne fut publiée que dans les années 70, il écrit... l'intelligentsia britannique a développé une loyauté nationaliste à l'égard de Staline, et dans son fort intérieur, elle a l'impression que dire du mal de l'URSS est une forme de blasphème. Donc il y a eu des décennies d'aveuglement sur des régimes qui ont causé des dizaines de millions de morts, et ce, alors même que l'information
était parfaitement accessible. On imagine parfois qu'à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux et que l'information ne circulait pas, mais c'est faux. Et Jean-François Revel notamment le montre de manière brillante dans La connaissance inutile, un livre que j'invite tout le monde à lire, un livre absolument brillant. L'information, pour qui la voulait, était accessible. Donc il y avait une forme d'aveuglement volontaire parce que il y avait un confort dans ces croyances populaires mais absurdes. Alors justement, Samuel Fitoussi, pourquoi ces intellectuels, et alors vous en parlez longuement, vous en avez cité certains, mais il y en a beaucoup d'autres. Qu'est-ce qui fait qu'ils se sont trompés? Et je voudrais que vous donniez, parce que vous donnez plusieurs raisons, à la fois quand est le déni, le côté nous sommes dans notre narratif et nous n'allons pas en sortir. C'est très intéressant parce que ça continue encore aujourd'hui, plus que jamais. Donc, qu'est-ce qui fait que non seulement ils peuvent se tromper, tout le monde peut se tromper, mais ils persistent et signent dans leur erreur? Oui, alors je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, je montre dans mon livre, en m'appuyant sur la pensée de nombreux chercheurs et sur les travaux scientifiques contemporains, que contrairement à ce qu'on a longtemps cru, la raison humaine n'a pas été façonnée par l'évolution uniquement pour nous mener vers la vérité, mais aussi pour nous permettre de faire bonne figure en société. C'est-à-dire qu'il y a un chercheur qui s'appelle Jonathan Haidt qui nous demande d'imaginer 2 hommes. Le premier homme est obsédé par la vérité, il raisonne rigoureusement en toute situation. Cela peut l'amener à s'opposer au consensus en vigueur dans son groupe. Le deuxième homme est plus flexible et souvent il adhère aux contre-vérités populaires. Lequel des 2 hommes se serait plus souvent reproduit, aurait obtenu pour ses enfants la protection de la tribu, aurait joui des fruits de la coopération, etc. C'est évidemment le deuxième homme. Le deuxième homme, celui qui se trompe plus souvent quand l'erreur est populaire, aurait obtenu, tout au long de notre histoire évolutive, un avantage sélectif par rapport à l'homme dont la raison le pousse purement vers la vérité. Et donc, la raison humaine nous oriente, on est les descendants d'hommes qui se sont trompés quand l'erreur était populaire. Donc la raison a été façonnée non pas pour accéder à la vérité, mais aussi parfois pour rationaliser l'erreur à la mode. Or, à cette époque, le communisme, par exemple, pour prendre à nouveau cet exemple, était à la mode. Et donc, le coût social de la vérité était très élevé. Et donc, les intellectuels étaient incités psychologiquement à rationaliser les absurdités à la mode. Il faut faire bien dans le milieu pour traduire. C'est bien dans le milieu. Et bien, il faut quand même que je sois avec que je hurle avec les loups, que je bêle avec les moutons, mais il faut me faire bien voir. Voilà. C'est ça. Et puis, vous me direz, ça, c'est le lot de tout le monde, pas juste des intellectuels. Oui, mais les intellectuels ont une particularité, c'est que contrairement à d'autres catégories de la population ou d'autres métiers, ils ne subissent pas eux-mêmes les conséquences de leurs erreurs. Simone de Beauvoir, par exemple, a défendu le goulag. Elle a défendu les assassinats d'opposition politique en URSS. Elle a écrit un livre de 450 pages à la gloire de Mao, en écrivant que le maoïsme était un humanisme. Et pourtant, toute sa vie, elle est restée une idole intellectuelle et elle a vécu une existence confortable à Saint-Germain-des-Prés. Idem pour Sartre, on l'a dit, il s'est trompé toute sa vie. Et Solzhenitsyn disait de Sartre qu'il était resté le maître à penser de l'intelligentsia toute sa vie. Donc les intellectuels disposent du luxe de pouvoir ne pas subir les conséquences de leurs erreurs, alors que si vous voulez, le boulanger, s'il se trompe, si sa recette de fabrication de son pain est mauvaise, il ne vendra pas de pain, sa boulangerie fera faillite. Le pilote d'avion, s'il commet des erreurs, il meurt en même temps que ses passagers, il joue sa peau, pour reprendre l'expression de Nicolas Nassim Taleb. Donc seuls les intellectuels disposent du luxe de pouvoir choisir leurs croyances en fonction de la valeur sociale de ces croyances, plutôt qu'en fonction de la validité de ces croyances, et ça peut, je pense, expliquer beaucoup d'erreurs d'intellectuels. Alors justement, mais Samuel Fitoussi, de ce point de vue-là, est-ce qu'il n'y a pas quand même... Alors vous semblez dire que... parce que la raison et la séduction devraient s'opposer. Donc quand vous dites qu'il y a 2 hommes, non, il y a l'homme raisonnable qui cherche la vérité, qui essaye de la trouver, et qui va... Alors il sort de sa zone de confort, il se heurte effectivement à la doxa, mais l'autre, ce n'est pas par raisonnement, c'est par pur opportunisme, si je vais jusqu'au bout de ce que vous dites. Oui, mais c'est souvent nous sommes aveugles aux objectifs évolutifs que poursuit notre cerveau. Moi, je ne dis pas que les intellectuels sont cyniques et opportunistes, c'est pas ce que je dis. Je pense que les intellectuels qui se sont trompés sur le communisme croyaient défendre la vérité, mais leur raison, leur cerveau les orientait vers la rationalisation de l'erreur à la mode et non pas vers la recherche objective de la vérité. Pourquoi ? Parce que le cerveau possède un certain nombre de filtres et en vérité, contrairement à ce qu'on croit, on part de la conclusion et on raisonne à partir de la conclusion. On filtre le monde pour le voir tel qu'on aimerait qu'il soit, on accorde beaucoup plus de poids aux informations susceptibles de confirmer nos croyances, on interprète avec partialité une même information pour la lire de façon
sont compatibles avec ce qu'on croyait auparavant. Donc on croit que le raisonnement nous guide trace un chemin vers la conclusion la plus... la légitimité de ce raisonnement, c'est ça. Voilà, on croit que c'est le raisonnement qui trace le chemin. En vérité, c'est la conclusion qui trace le chemin et on raisonne pour aboutir à la conclusion à laquelle on a abouti en vérité, non pas pour des raisons rationnelles, si vous voulez, mais pour des raisons sociales. D'opportunisme et de désir de popularité, franchement. Il y a aussi ça. Évidemment, je pense qu'à la marge, il y a ça. Mais si vous voulez, je trouve que quand cela existe, c'est beaucoup moins intéressant à analyser. Parce que voilà, on l'a dit, quelqu'un est cynique, opportuniste. Évidemment, il y a des cyniques et des opportunistes partout. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'aveuglement idéologique. Et l'aveuglement idéologique peut aller très loin. Pour vous donner un exemple que je donne dans mon livre, Arthur Koestler, le grand écrivain, dans les années 30, était fanatique communiste. Plus tard, quelques décennies plus tard, il revient de son embrigadement communiste. Bien sûr, le zéro et l'infini. Voilà, et il fait preuve d'une grande lucidité. Et donc, dans ses mémoires, il raconte son voyage dans les années 30, à l'époque où il était fanatique communiste, en Ukraine. Au moment où il se rend en Ukraine, l'Ukraine est ravagée par la famine qui fera 5 millions de morts. Mais lui est persuadé que l'URSS a trouvé la clé du bonheur humain et est en train de façonner une utopie fantastique. Donc, il arrive en Ukraine et il voit... des gens affamés, il voit des gens aveugles parce qu'ils manquent de calories et qu'ils n'arrivent plus à voir. Il voit par terre des gens qui dorment avec leurs enfants et qui supplient les rares touristes d'échanger des morceaux de pain noir contre leurs vieilles bottes. Il voit des mères porter aux fenêtres des trains leurs bébés squelettiques. Il entend des témoignages de familles qui mangent les restes de leurs défunts pour survivre. Il voit que dans le village où il dort, dès qu'il y a une vague rumeur faisant état d'un stock apparu dans un magasin, des queues se formaient, parfois de plusieurs kilomètres devant le magasin, alors même que dans la queue, on ne savait pas quel produit était arrivé, mais dans le doute, on faisait la queue parce que ça pouvait être un reste de nourriture. Il voit tout ça. Et pourtant, dans son carnet de voyage écrit au moment de son voyage, il balaye ça très rapidement et il s'arrête et il dit par contre, dans le village où je dors, la cabine téléphonique est superbe, on n'a pas des cabines téléphoniques comme ça en Europe, ça laisse augurer un avenir absolument radieux. Donc on voit là le mécanisme de l'aveuglement idéologique à l'œuvre, et là c'était pas cynique parce que ce qu'il écrit, il le consigne dans son carnet de voyage qui n'était que pour lui-même. L'aveuglement volontaire, c'est pas la servitude volontaire, mais c'est l'aveuglement volontaire. On va continuer à en parler après cette petite pause. Je vous rappelle que si vous voulez discuter justement des intellectuels, parlez de ça avec Samuel Fitoussi, 0826 300 300, 0826 300 300. On se retrouve tout de suite après une petite pause, parce que pourquoi on continue à l'heure du dérèglement climatique, à l'heure du Covid, à l'heure de Russie-Ukraine, à l'heure du Moyen-Orient, eh bien, les mêmes phénomènes se reproduisent. On va continuer à en parler. Pourquoi les intellectuels se trompent? Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Pourquoi les intellectuels se trompent? Samuel Fitoussi, aux éditions de l'Observatoire. Pourquoi les intellectuels se trompent? Vaste question. Et effectivement, on a commencé à faire l'inventaire des raisons. Mais ce que vous dites aussi quelque part, avant de parler des élites et pourquoi c'est grave quand les élites se trompent beaucoup plus que, je dirais, le peuple, ou en tout cas une certaine partie du peuple, je voulais qu'on applique un peu ça, Samuel Fitoussi, parce que depuis 5 ans, grosso modo, si on regarde les narratifs qui nous ont occupés, ce qu'on appelle la doxa aujourd'hui, que ce soit sur le Covid, encore une fois, quel que soit ce qu'on peut penser, mais on voit très bien entre ce qu'on disait il y a 5 ans, ce que le narratif qui disait il y a 5 ans et aujourd'hui, Dieu sait s'il y a eu des évolutions, c'est le moins que l'on puisse dire. Par exemple, la guerre Russie-Ukraine, la guerre Russie-Ukraine, par exemple, le climat. Qu'est-ce qui fait, et je voulais savoir pour vous, que les intellectuels, depuis toujours, mais depuis, enfin que l'expression existe, depuis Zola, Dreyfus, ont le monopole de cette parole en disant, nous disons le vrai, nous savons ce que nous disons le vrai, le beau et le raisonnable. Je pense que les intellectuels, effectivement, ont une influence disproportionnée sur les directions que prennent nos sociétés. Ce qui est très marquant, c'est que, je le montre dans mon livre, les intellectuels n'ont globalement jamais pensé comme les masses. Les intellectuels se distinguaient toujours, et comme je l'ai dit avant, les intellectuels ne se sont pas moins trompés que les masses, ils se sont peut-être plus trompés. Et vous dites que c'est plus grave à ce moment-là. Et c'est plus grave, mais si vous voulez, dans les années 30, l'intelligentsia anglaise, Orwell le disait, était
très favorable au communisme. Même aux États-Unis, à New York, les éditeurs new-yorkais ne voulaient pas publier les livres d'Ayn Rand qui critiquaient la Russie post-révolutionnaire parce que selon l'agent d'Ayn Rand, les éditeurs new-yorkais étaient trotskistes et ne voulaient pas faire le jeu des anticommunistes. Mais attendez, tous les éditeurs new-yorkais n'étaient pas trotskistes. À l'époque, pas tous sans doute, mais Ayn Rand a mis plusieurs années à faire publier son premier livre, Nous les vivants, qui finalement s'est écoulé à plusieurs millions d'exemplaires, parce que il avait un ton trop anticommuniste. Donc, si vous voulez, et à l'époque, heureusement que le bon sens de l'homme ordinaire a fait contrepoids aux passions de l'intelligentsia en Occident, parce que sinon, si l'intelligentsia avait eu le dernier mot, nos sociétés seraient peut-être devenues communistes avec tout le lot de désolation humaine que cela apporte. Donc aujourd'hui encore, je pense qu'il faut se méfier. Ce serait absurde évidemment de dire que l'intelligentsia a toujours tort. Bien sûr que non. Je pense que sur beaucoup de sujets, elle a raison. Mais il faut s'en méfier, et notamment parce que, vous l'avez dit dans votre question, l'élite possède une influence disproportionnée sur la direction que prennent nos sociétés. Parce que il y a les urnes. Dans les urnes, souvent, elle n'a pas le dernier mot. On a vu même aux États-Unis, l'élite était très défavorable à Trump. Et pourtant, même si ça a un peu changé, et pourtant c'est Trump qui a gagné les dernières élections. Mais l'élite a une influence par les positions qu'elle occupe dans le monde de la culture, particulièrement en France, puisque la culture est extrêmement subventionnée et protégée des logiques de marché, sur le service public, par l'université, par toutes les couches de bureaucratie qu'elle occupe. Les bureaucrates, les fonctionnaires non élus sont aujourd'hui en mesure de fabriquer leurs propres lois, appelées régulations en général, et d'imposer à tous une normativité basée sur leurs appréciations. Ce que j'appellerais les intellectuels de l'état profond. Voilà, état profond, je ne sais pas si le terme est polémique, mais en tout cas, effectivement, il y a des fonctionnaires non élus qui ont une influence démocratiquement contestable par le droit d'imposer des normes, des régulations, etc., qui sont souvent assez mal avisés, pas toujours à nouveau, mais souvent. Donc oui, l'influence des intellectuels il faut y réfléchir. Orwell disait à son époque que l'élite avait un privilège, les intellectuels avaient un privilège, c'était le privilège d'édicter des tabous. Les intellectuels ont une influence de dire que certains sujets ne doivent pas être discutés, que d'autres doivent être discutés, et les intellectuels sont un peu, dans certains débats sociétaux, l'arbitre des élégances, si vous voulez. C'est l'élite qui décide de quel sujet on a le droit de parler dans les dîners mondains, etc. Et c'est de ces sujets-là, ensuite, c'est des sujets dont on peut, qui sont à la mode dans les dîners mondains, dont s'empare la classe politique, etc. Donc, les intellectuels ont le pouvoir de fixer le cadre du débat, d'orienter le débat public, si vous voulez. Ils ne sont pas les seuls à pouvoir le faire, mais ils ont, on va dire, une influence très forte là-dessus. Est-ce que c'est pas dépassé tout ça, très franchement? Ce que vous dites, oui, c'était le tableau, je dirais, jusqu'à il y a 20 ans peut-être, ou 15 ans, mais est-ce que c'est pas dépassé dans le sens où aujourd'hui, alors peut-être non seulement par les réseaux sociaux, est-ce que ce n'est pas battu en brèche par d'autres paroles, alors que les intellectuels, en tout cas certains intellectuels dont vous parlez et qui existent et qui sont encore très forts, diront n'écoutez pas ces gens-là, ce sont des populistes, ce sont des complotistes, ce sont tout ce qu'on entend du matin au soir. Est-ce que justement c'est pas battu en brèche ça? Est-ce qu'il n'y a pas déjà ça? Oui, bien sûr, il y a un mouvement aujourd'hui, si vous voulez, de révolte de révolte des peuples contre les élites. Non, mais même des peuples, même d'autres voix qu'on entend, je veux dire, au-delà des bien voix sûr, populaires. mais je pense qu'effectivement, il s'est passé un grand changement par rapport à l'époque de Sartre, Foucault, etc. C'est l'horizontalité permise par les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux ont énormément de défauts. L'horizontalité, c'est un de leurs défauts, c'est que toutes les voix sont mises sur le même plan. Il n'y a plus de figure d'autorité officielle, etc. Mais cette horizontalité est aussi une qualité. C'est-à-dire que plus personne n'a le pouvoir de dire, voilà, aujourd'hui, par exemple, comme à l'époque où il y avait 5 chaînes, certains avaient le pouvoir de dire, voilà, 6 journaux, ces sujets-là, c'est les sujets qui devraient intéresser les Français aujourd'hui et dont nous allons leur parler. Et ces intellectuels-là sont les intellectuels que nous on préfère, donc c'est la pensée que nous allons imposer aux Français. Aujourd'hui, non, c'est grâce à l'horizontalité, les Français ou les peuples de manière plus large peuvent imposer les sujets dont ils souhaitent parler par le biais du like sur les réseaux sociaux, peuvent récompenser les penseurs
qu'ils jugent les meilleurs, à nouveau par le biais de leurs likes et de leurs retweets, etc. Et donc grâce à l'horizontalité des réseaux sociaux, le débat public est en quelque sorte plus démocratique, si vous voulez. D'ailleurs, grâce à Twitter, depuis des années, il y a souvent des sujets qui montent sur Twitter, et ensuite les médias sont obligés de s'en emparer parce que ça fait énormément discuter sur les réseaux sociaux. Donc je pense que les réseaux sociaux sont un formidable outil démocratique, même s'ils ne sont pas parfaits. Et effectivement, il y a plus de... Je pense que les réseaux sociaux multiplient la quantité de fake news en circulation, ça c'est indéniable, mais les réseaux sociaux permettent aussi de faire démentir énormément de fake news grâce à donné dans la presse ou la radio mainstream. Voilà. Enfin, parce qu'à l'époque où il y avait 5 chaînes, si une fake news était donnée dans les médias mainstream, c'était fini, on passait à autre chose. Aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent dire attention, ça c'est pas vrai parce qu'il s'est passé ça, et donc les médias sont obligés de faire leur mea culpa. Ça invite les journalistes à plus de précision et à faire parfois leur mea culpa. Un exemple marquant de ça, c'est, je ne sais pas si vous vous rappelez, en octobre 2023, le New York Times, Le Monde et beaucoup d'organes de presse ont envoyé une notification push à des millions d'abonnés en leur disant Israël vient de bombarder un hôpital à Gaza et de tuer 800 personnes. Pendant la nuit, sur Twitter, les internautes ont recoupé les informations, l'intelligence collective a joué, et on s'est rendu compte que le missile ne venait pas d'Israël, mais de Gaza, que l'hôpital n'avait pas été touché, mais c'est le parking de l'hôpital qui avait été touché, et qu'il n'y avait pas eu 800 morts, mais une dizaine tout au plus. Donc la correction est venue des réseaux sociaux. Voilà, la correction est venue des réseaux sociaux, alors que le même schéma, il y a 15 ans, la fake news aurait été lancée par les médias officiels, entre guillemets, et elle n'aurait jamais été corrigée, et aujourd'hui, elle serait restée. On serait sans doute resté sur ce narratif, même si certains l'auraient contesté. Peut-être que certains gens informés auraient su qu'il s'agissait d'une fake news, mais le grand public n'aurait pas été averti. Donc voilà, moi je pense que les réseaux sociaux ont une formidable influence. Dans mon livre, je parle aussi on parle beaucoup des fake news aujourd'hui, qui seraient dues aux réseaux sociaux, mais je montre dans mon livre que il y avait dans les années 50, 60, 70, pendant 3 décennies, des fake news officielles sur le maoïsme qui était considéré comme un succès selon Le Monde. Un humanisme. En 1974, vous avez Simon Leys, qui rentre d'Asie, qui publie un livre pour essayer Les amis neufs du président Mao. Voilà. Et je recommande à tout le monde de le lire. Il reste. Et donc, pour dire à l'intelligentsia française, voilà, le maoïsme n'est pas un succès. Des dizaines de millions de morts s'accumulent. C'est un désastre humanitaire. Et son livre est extrêmement mal reçu. Le Monde et le Nouvel Obs le traitent de charlatan qui ne sait pas de quoi il parle. Donc concrètement, le terme fake news n'existait pas à l'époque, mais il l'accuse de raconter des fake news. Donc, et Simon Leys, les portes de l'université se referment sur lui, alors qu'il était prédestiné à une grande carrière universitaire, et il est même obligé de s'exiler, entre guillemets, parce que c'est un exil social, pas forcé, mais de s'exiler en Australie. Et donc à l'époque, peut-être que si les réseaux sociaux avaient existé, Simon Leys aurait, de son vivant, été réhabilité plus rapidement, et on aurait su que Roland Barthes, Sartre, etc., racontaient n'importe quoi. Et comme vous dites, Samuel Fitoussi, il y aurait au moins eu débat, alors qu'à l'époque, il n'y a pas eu de débat. Voilà. On pouvait invisibiliser, on pouvait taire, parce qu'on on pouvait bâillonner beaucoup plus facilement encore qu'aujourd'hui, il faut le savoir. On va se retrouver, c'est passionnant, avec Samuel Fitoussi. Pourquoi les intellectuels se trompent, juste après cette petite pause. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Et avec Samuel Fitoussi, pourquoi les intellectuels se trompent. Et justement, on va peut-être évoquer, vous en parlez longuement dans votre livre, Samuel Fitoussi, la fabrique des intellectuels. Hein. Comment ça se fabrique tout ça? Et justement, le rôle éminent, et d'ailleurs on voit très bien ce qui se passe, vous en aviez parlé dans votre précédent livre sur le wokisme, l'université qui joue un rôle extrêmement important, hein, pas seulement l'éducation et la transmission, mais justement cette élite qui se fabrique dans les universités. Quel est ce rôle de l'université et du diplôme et dans la fabrique de l'intellectuel et de la doxa qui se met en place, quoi? Oui, je pense que l'université joue un rôle très important aujourd'hui dans la légitimation de certaines idées d'ailleurs souvent absurdes. Je parle en particulier des sciences sociales, évidemment, je conteste pas les sciences dures. Il y a un canular académique qui a été fait il y a 3 ans, il y a un peu plus que 3 ans, il y a une dizaine d'années, par des chercheurs qui ont envoyé une vingtaine de papiers dans des revues académiques prestigieuses. D'accord. Et la plupart de leurs papiers ont été acceptés.
Et ce qu'il voulait démontrer et les papiers en fait étaient complètement farfelus. C'était des papiers du style la culture du viol dans les parcs à chiens, pourquoi le patriarcat. Des trucs bidons. Enfin, voilà, des trucs complètement bidons. Ouais. Il y avait un papier, c'était un extrait de Mein Kampf où ils avaient remplacé juif par homme blanc cisgenre. Et donc le papier a reçu des louanges d'universitaires. Et ce qu'il voulait montrer par là, c'est que aujourd'hui, dans certains n'importe quel sujet pouvait passer. Dans certains départements de sciences sociales, il faut et il suffit qu'un papier accable l'Occident pour être accepté. On veut accabler l'Occident, on veut montrer que l'Occident est rongé par le racisme systémique, par le patriarcat, par la culture du viol, etc. Et donc voilà, donc les critères de scientifiques, si vous voulez, n'existent plus vraiment dans certains départements de sciences sociales, et le critère de dénonciation de l'Occident a pris le dessus. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez intemporel chez les intellectuels. Orwell, à son époque, parlait déjà de l'anglophobie des intellectuels anglais. Il disait, pour un intellectuel anglais, il disait l'intellectuel de gauche moyen préférerait être aperçu en train de voler dans une boîte à dons pour pauvres que en train de chanter l'hymne national la main sur le cœur. C'est intéressant, comme aujourd'hui un certain nombre d'intellectuels parlent du suprémacisme blanc comme hypothèse, comme dogme absolu. Voilà, aujourd'hui c'est chez les intellectuels de gauche, le patriotisme est encore très mal vu, on veut à tout prix dénoncer l'Occident, et par contraste on se montre extrêmement complaisant pour d'autres civilisations qu'on se refuse le droit de critiquer. Donc voilà, donc ça je pense que c'est un des nombreux phénomènes aujourd'hui qui touchent l'université, c'est, pour reprendre la formule de Roger Scruton, l'oikophobie. L'oikophobie, c'est l'inverse de la xénophobie, c'est la haine automatique, le rejet automatique de sa propre maison, de son propre héritage, c'est la haine de soi. Et donc l'université, je pense, est gangrenée par ça, et les départements de sciences sociales aujourd'hui, je pense, je le dis dans mon livre, sont un peu devenus le temple de l'irrationalité où prospèrent toutes sortes de croyances complètement absurdes, même sur les questions d'identité de genre, par exemple, avec l'idée qu'il pourrait y avoir non pas deux sexes, mais des dizaines d'identités de genre différentes qu'on pourrait choisir. On pourrait s'autodéterminer sans cesse. On va en parler, mais je crois que nous avons deux auditeurs. Vous avez plusieurs auditeurs en ligne et on commence avec César qui appelle de Bayonne. Bonjour César. Bonjour André Berkoff et bon mois de mai à toute l'équipe de Sud Radio. Merci César, bon mois de mai à vous. Dites-moi, on vous écoute. D'abord, bonjour à l'invité. Par rapport à ce qu'il vient de dire, je pense que ce serait bien un jour que vous fassiez, André Berkoff, une émission sur l'esclavage des Européens avec les barbaresques 1,1 250 000 blancs ont été esclaves dans l'histoire. Et un jour, je pense que ce serait bien que vous fassiez une émission là-dessus parce que comme ça aussi, les blancs, ils auront droit à leur heure de victimisation. Comme ça, tout le monde aura son moment de victimisation. Ce sera parfait. Oui, voilà. C'est vrai qu'il y a eu, il faut le rappeler, des millions d'esclaves blancs, et c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins. Vous avez raison César, mais on va faire une émission là-dessus, absolument. Il y a quelques historiens qui ont fait de très bons bouquins là-dessus. Je crois que nous avons aussi Safia de la Courneuve. Bonjour Safia. Bonjour André. Bonjour Safia. Bonjour Samuel Pitoussi. Donc ce qui m'a interpellé directement à l'écoute de la thématique de votre ouvrage et l'auteur, en l'occurrence vous-même, moi, personnellement, je suis d'origine et d'issue complètement populaire, enfin tout ce qui s'ensuit, et je vous ai directement catalogué dans l'intelligentsia de ce qu'il y a en cours. Ce que vous dénoncez quelque part dans le noyau dur de votre ouvrage. Et en gros, je me dis que c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que vous ciblez une intelligentsia dont quelquefois aussi avec André Berkoff, je cible le pauvre petit Emmanuel Macron qui veut détonner, révolutionner, mais il est complètement pris dans cette bulle. Et moi, un intellectuel, généralement, ce sont des académiciens qui sont dans la discrétion et qui fournissent des travaux de fond et qui vont infuser et qui vont vraiment impacter et avoir une... Je comprends. Vous voulez dire, Safia, qu'il soit beaucoup moins médiatique, enfin, beaucoup moins sous les feux de la rampe que dans l'ombre et faisant ses travaux, c'est ça? Exactement. Et regardez, André Berkoff, vous, dans votre intitulé, pourquoi je vous suis? Parce que vous avez une pertinence et que vous êtes dans le détournement et vous contournez la logique de la doxa.
Oui, mais il y en a beaucoup, vous savez, d'autres le font. Hein. Heureusement, je ne suis pas seul. Excusez-moi du peu, je sais à qui j'ai affaire. Et moi, j'ai toujours ciblé des personnes qui pouvaient être retentissants et ouvrir mon esprit et me faire prendre un grand élan. Alors que Samuel Fitoussi, il est tout frais, tout jeune. Il a fait quoi? Il a fait Hippocampe. C'est quoi votre parcours, Samuel Fitoussi, en un mot? Alors Samuel va vous répondre en tout cas sur les intellectuels et sur lui-même. Oui, non, moi j'ai fait des études d'économie à Cambridge, puis j'ai fait un master de management à HEC. Mais donc vous pourriez effectivement dire que je fais partie de l'élite, mais en fait dans mon livre je ne dis pas que l'élite se trompe tout le temps. Et encore moins que les classes populaires ont raison tout le temps. Je pense qu'il ne faut pas juger de la validité d'un discours en fonction de celui qui l'exprime. Je pense que des idées absurdes peuvent être proférées par une personne issue d'une classe populaire, des idées brillantes par un membre de l'intelligentsia. C'est pas la question. Moi, dans mon livre, je cherche à expliquer l'énigme de pourquoi des gens qui font partie de l'intelligentsia, donc en théorie, ont la mission d'éclairer nos sociétés. Pourquoi ces gens-là se trompent-ils si souvent? Je ne dis pas qu'ils se trompent tous, et encore moins qu'ils se trompent tout le temps. Donc moi personnellement je ne vois pas de paradoxe dans ce que j'écris. Je voudrais César, j'avais pas eu le temps de poser votre question et vos questions. Alors évidemment je vous donne la parole, mon cher César. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Donc rebonjour à l'invité. Oui. Alors du coup, je voulais juste dire, parce que c'est le sujet des intellectuels, il y a un truc qu'on entend beaucoup en France, c'est le concept de l'étiquette droite, gauche, extrême droite, centre, etc. Et alors que je pense qu'on devrait plutôt s'intéresser à qui est honnête et qui pratique l'éthique, justement. Ça, c'est plutôt des valeurs verticales, alors que droite-gauche, c'est plutôt horizontal et c'est plutôt creux. Mais je vous donne un exemple par rapport à ça. En France, on nous dit plutôt l'islamisme, ça vient d'extérieur de France, donc c'est plutôt une valeur de gauche. Alors qu'en fait, c'est la pire extrême droite de toute la Terre. Il suffit de regarder ce qui se passe en Iran, il suffit de regarder ce qui se passe en Afghanistan. Donc les gens qui se disent de gauche aujourd'hui, dits de gauche, je dis bien, ils font ce qu'on appelle des prosternations à la pire extrême droite. Donc c'est ce concept intellectuel où tout est mélangé, où la corruption est complètement mélangée, et au final, les choses les plus horribles arrivent dans notre pays. Et moi, le message que je voudrais dire, c'est que la criminalité, ce n'est pas ça l'antiracisme. La criminalité, c'est pas ça l'antifascisme. L'antifascisme, c'est bien plus beau que ça, etc. Et les gens qu'on dit en France d'extrême droite, c'est juste des gens comme Marine Le Pen, on la voit tout le temps à la télévision, elle fait des câlins à des enfants toute la journée, on dit qu'elle est d'extrême droite, alors que en fait ils veulent juste le gaullisme, ces gens aujourd'hui. Donc en fait l'extrême droite française aujourd'hui c'est le gaullisme, et donc c'est juste un peu moins d'impôts, un peu plus de justice et un peu moins d'immigration, voilà. Ouais, en fait César, ce que vous dites c'est que effectivement aujourd'hui, d'ailleurs vous en parlez assez peu, la droite et de la gauche, Samuel Fitoussi, c'est pas votre point de vue, vos lignes principales, mais ce qui est intéressant, c'est vrai que tout ça, droite et gauche aujourd'hui, en tout cas, si on parle vraiment de nos temps à nous, sont extrêmement brouillés. C'est-à-dire, vous savez, c'était Léo Ferré qui disait la gauche, c'est la salle d'attente du fascisme. Et il faut savoir de quoi on parle. Mais par rapport à ce que dit César, effectivement, il y a une espèce de brouillage et de flou dans tout ça qui n'arrange pas les réflexions. Oui, je pense que sur le clivage droite-gauche aujourd'hui, il y a quelque chose d'assez marquant dans le débat public. Et c'était aussi le cas à l'époque, justement, de Sartre. C'est pour ça qu'il valait mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron, comme le dit l'adage. C'est que quand la gauche se trompe, on considère que c'est moins grave que quand la droite se trompe. Parce que quand la gauche se trompe, ce serait un égarement, un dévoiement, une dérive par rapport à sa nature réelle qui serait vertueuse. Par exemple, c'était même implicite dans la question de l'auditeur. Il dit les valeurs islamistes, par exemple, sont l'inverse des valeurs de la gauche. En faisant une équivalence aux valeurs de la gauche serait le bien. Et donc, quand la gauche défend des islamistes, en fait, c'est un dévoiement de sa vraie nature qui est d'être le bien. Alors que la droite, on a un peu une grille de lecture inverse. Quand la droite se trompe, certains disent « Ah voilà, la droite laisse paraître son vrai visage ». Ou à l'inverse, quand la droite ne se trompe pas, par exemple sur l'islamisme, aujourd'hui, la droite a une position beaucoup plus morale à mon sens que la gauche, on considère qu'elle a raison un peu par hasard et qu'il ne faut pas oublier que
derrière le masque se trouve une nature assez viciée. Et donc, je pense que ça pourrait expliquer le double standard où on pardonne plus facilement aux intellectuels de gauche qui se trompent, même quand ils se trompent sur presque tous les sujets et même quand ils se trompent très gravement, qu'aux intellectuels de droite qu'on soupçonne toujours de cacher quelque chose de sombre. Oui, alors justement, est-ce que ça ne pose pas la question, parce que, regardez, aujourd'hui, encore une fois, j'ai juste commencé d'en parler, et on va continuer à en parler, c'est-à-dire que quand on voit, prenons des phénomènes plus récents, et vous avez, et à raison, votre livre parle de toutes ces années 30, 40, 50, 60, avec quelques allusions évidemment à aujourd'hui, et où effectivement l'intellectuel joue un rôle, et on le sait, on ne va pas reparler, la presse, les réseaux sociaux, beaucoup plus important, à mon sens en tout cas, qu'aujourd'hui. On voit très bien qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus brouillé. Mais si on regarde, moi j'aimerais, avec votre grille de raisonnement, quand on regarde ce qui s'est passé avec le Covid, encore une fois, avec le climat ou ce qui se passe, hein, quelles que soient les opinions qu'on peut avoir sur la guerre Russie-Ukraine ou sur le Proche-Orient, vous en parlez aussi un peu dans votre livre, je veux dire les connotations, effectivement. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, disons, la question qu'a posée Samuel Fitoussi, que les intellectuels se trompent moins parce que, justement, il y a des conséquences quand les intellectuels se trompent. Vous avez commencé à en parler, on va comment en parler. Est-ce que les intellectuels se trompent moins? Après une petite pause, on reprend cette discussion. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Samuel Fitoussi, pourquoi les intellectuels se trompent? Et il faut dire, continuent de se tromper, encore une fois, pas tous, hein, on ne généralise pas, ils ne généralisent pas non plus, mais il y a de quoi faire. Et justement, parlons un peu de ceci. Aujourd'hui, au fond, qu'est-ce qui fait que la parole, entre autres intellectuelle, mais en général, ou élitiste, parce que vous parlez des élites, en tout cas, l'intellectuel fait partie de l'élite. Qu'est-ce qui fait que cette parole continue d'être la parole qui donne le là, et quelles sont les conséquences de cette parole qui donne, voilà, c'est là où il faut penser, c'est comme ça qu'il faut penser. Oui, je pense que les intellectuels ont sans doute moins de poids et d'influence qu'avant. Dans les années 60-70, il y avait une dizaine d'intellectuels qui vendaient des centaines de milliers de livres, voire des millions. On n'a plus vraiment ça aujourd'hui. Les intellectuels parlent aujourd'hui plutôt à une classe d'ultra diplômés qui ensuite ont, eux, une influence disproportionnée en occupant en remplissant les effectifs d'institutions, de bureaucratie, etc. Mais je pense que surtout à travers l'université, les intellectuels continuent à être très influents. Parce que quand des idées, tout le monde peut se tromper, mais quand des universitaires se trompent, leur erreur prend le badge science, ça devient de la science, et on considère que, par exemple, ce que racontent des sociologues, parce que ils publient dans des revues validées par les pairs, ce serait indiscutable, et que critiquer ça, ce serait remettre en cause la science. Mais alors que justement, on peut se poser la question, la science et contestation, quelle science, de quoi on parle, quoi. Surtout que dans certaines sciences, il y a des critères objectif de vérification empirique. Une idée peut être confrontée à la réalité, on voit si elle est bonne ou fausse. Alors que dans d'autres sciences, par exemple la sociologie, ce critère est plus fuyant, on va dire. Donc il est plus compliqué d'accéder à la vérité, les critères sont plus subjectifs, plus fuyants. Je pense que le problème est particulièrement marqué aujourd'hui à l'université, pour tout un tas de raisons que je décris dans mon livre. À l'université, il y a notamment le problème de l'absence de pluralisme. C'est-à-dire que à Harvard, par exemple, dans le département de sciences sociales à Harvard, vous avez seulement 3% de professeurs de droite. 3%. Ouais, okay. À l'université en France, on n'a pas de statistiques aussi détaillées, mais quand on regarde les travaux de l'Observatoire de l'éthique universitaire, on semble être pas très loin des mêmes proportions. Le problème de l'absence de pluralisme, c'est que ça augmente le coût social de la déviation. Pour l'étudiant qui voudrait adhérer à des idées de droite, il serait complètement cornérisé, ostracisé socialement. Il ne serait pas suivi pour ses thèses, etc. Or, je montre dans mon livre, en m'appuyant à nouveau sur la pensée de d'autres,
la pensée d'autres, que c'est lorsque le coût social de la déviation est le plus élevé que l'irrationalité est le plus présente. Pourquoi ? Parce que notre cerveau nous oriente dans ce cas-là toujours vers la rationalisation de l'erreur à la mode plutôt que vers la recherche de la vérité. Alors que quand on est dans des environnements pluralistes, on peut se permettre, où 50% des gens pensent A, 50% des gens pensent B, les deux opinions sont permises, donc on va choisir notre croyance pour sa validité et non pas pour sa valeur sociale. Donc aujourd'hui, le fait que l'université soit devenue une monoculture idéologique pose un vrai problème et empêche, si vous voulez, l'exercice de la pensée rationnelle. Je pense qu'il y a d'autres phénomènes qui participent de ça. C'est qu'entre 16 et 24 ans à peu près, c'est un âge où le besoin d'acceptation sociale est le plus fort. Les travaux scientifiques le démontrent. Et donc, les étudiants vont être incités psychologiquement, à nouveau, à rationaliser l'erreur à la mode. Alors que quand on est plus âgé, le jugement des autres nous importe moins. On met en question plus facilement, il y a une mise en question. Par ailleurs, chez les universitaires eux-mêmes, le système de validation par les pairs crée des incitations perverses. Une idée... Ça, je m'appuie notamment sur Thomas Sowell qui montre ça. Il dit, le problème en sociologie, c'est qu'une idée n'est pas juste quand elle est valide au regard de critères objectifs. Le critère de validité d'une idée d'un philosophe de la déconstruction, c'est le suivant. D'autres philosophes de la déconstruction trouvent-ils cette idée séduisante ? Votre idée est juste quand d'autres la trouvent juste. Donc ça peut mener à la création d'univers autoréférentiels. C'est parce que certains autres le disent que je dois le valider. Le critère est uniquement social. Pour faire une rapide analogie, imaginons que 20 scientifiques qui pensent que la Terre est plate se réunissent, créent une université. Dans cette université, ils créent une revue avec validation par les pairs. Donc ils publient eux-mêmes des papiers, ils se valident entre eux. Ils disent voilà, c'est de la science parce qu'on s'est validé entre nous. Sauf que tous pensent la même chose. Ils seraient habilités avec cette université. Science, et pourtant, ce n'est pas de la science. Ils seraient aussi habilités à former des doctorants qui eux-mêmes formeront d'autres étudiants qui deviendront des doctorants. Ils seraient habilités à distribuer des diplômes, etc. Donc ils auraient créé tout un univers circulaire, autoréférentiel de validation de croyances absurdes. Mais c'est un peu ce qui se passe, ce qui est passé pour le Covid, ce qui s'est passé pour un certain nombre de choses. Sur le Covid, je sais pas parce que je connais mal, mais par contre, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les départements d'études de genre, par exemple, si vous voulez. Des idées complètement absurdes sur l'identité de genre qui seraient autodéterminées sont jugées valides, non pas parce qu'elles sont valides, parce qu'évidemment elles ne le sont pas, elles sont complètement absurdes, mais parce que d'autres sociologues les jugent valides. On est dans un truc autoréférentiel. Mais c'est l'entre-soi, ça. Voilà, c'est l'entre-soi, mais le système de validation par les pairs institutionnalise ce problème, et le système de validation par les pairs crée aussi un besoin pour les universitaires de se conformer, parce que la réussite d'un universitaire se mesure au nombre de fois où il est publié dans des revues académiques et au nombre de fois où ses travaux sont cités. Or, Raymond Boudon, notamment dans un de ses livres qui s'appelle « Pourquoi les intellectuels n'aiment pas le libéralisme », raconte la mésaventure arrivée à un de ses collègues, un sociologue qui a été démasqué, c'est-à-dire ses pairs se sont rendus compte qu'il n'était pas de gauche, et une fois que ses pairs se sont rendus compte qu'il n'était pas de gauche, ses travaux ont cessé d'être cités par d'autres sociologues. Donc sa carrière en a pris un coup. Il a été invisibilisé. Voilà. Donc c'est pas seulement on risque pas seulement l'ostracisation sociale, mais aussi sa carrière en quelque sorte dans ces milieux-là. Et donc l'incitation psychologique à penser comme la majorité est très très forte, et on est amené à choisir nos croyances, non pas à nouveau pour leur validité, mais pour leur valeur sociale. Eh bien, ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'un intellectuel, par essence, si c'est un vrai intellectuel, doit être totalement à l'opposé de ce conformisme primaire. Exactement. Merci Samuel Fitoussi. Merci à vous.